Hi, good morning. Brian Massey here, Member of Parliament for Windsor West, Industry Critic for the NDP, joined by Peter Julian, Burnaby New Westminster, and also our Heritage Critic as well, too. So here to respond to the actual decision that Minister Champagne made this morning. It's been a long time coming to get a decision, and unfortunately Canadians lost out today. It's a sad day when it comes to this situation because we've known for many, many years that being online and cell phone services, part of your daily life that's really important. It connects you to you, your family, your friends. It's related to how you actually go about your school and for businesses as well, too. And Canada is well known internationally as a laggard when it comes to protecting consumers. So today was a cave in many respects to the big telco giants, and we're going to see less competition, we're going to see higher prices, and we're going to see continued frustrations for Canadians as things go forward. And I know that there's a number of different recommendations that the minister has made. He's saying that they're going to be legally qualified. I have a lot of skepticism about that and the details that would actually be provided to the public. And second of all, they're going to be backstopped by the public because there are going to be fines and penalties where if they fail, which already means that the consumers have paid for the failure of this merger, and on top of that, if there's financial penalties, it'll come from the subscribers of the services that are remaining in the system. And that's an unfortunate situation that's going to grind, I think, any of his so-called announcements to a final stop on the back of Canadians. So I know Peter's going to say a few words, but I just want to reiterate the disappointment as do Democrats, because we believe that, and I have a digital bill of rights and a number of different initiatives, that this is an essential service. It's one that touches us very much, and the pandemic showed how deep this is. And on top of that, with Canada having an opportunity to use our services to an advantage for business and consumers, we've continued to perpetuate a system right now which is really a small cabal that will get smaller versus that of competition, that of actually inclusion and lower prices. And it's a sad moment for Canadians because it's another cave by the Liberals. Merci, Brian. Peter Julian, leader parlementaire. Le fait que ça soit annoncé un vendredi matin avant la pause de 2 semaines, ça indique jusqu'à quel point les libéraux savent très bien qu'ils ont cédé aux pressions des chefs d'entreprise. Là, ils disent, mais là, on va annoncer ça juste avant une semaine, 2 semaines dans les comtés, des semaines de relâche où on n'est pas ici. C'est parce que les libéraux savent très bien qu'est-ce qu'ils viennent de faire, c'est de céder aux chefs d'entreprise. On paye déjà, quand on regarde les téléphones cellulaires, parmi les prix les plus chers au monde. Et les Canadiens sont déjà en train de lutter pour mettre la nourriture sur la table, de garder un toit sur leur tête. Et là, on vient d'avoir un gouvernement qui cède sous la pression des chefs d'entreprise pour effectivement donner un feu vert qui n'aurait jamais été donné, qui aurait dû jamais être donné. Alors, pour nous, c'est très clair. On va continuer à pousser pour les Canadiennes et les Canadiens, mais aujourd'hui, c'est une triste journée pour les consommateurs canadiens qui payent déjà des prix parmi les plus chers au monde et qui viennent d'avoir un gouvernement qui cède encore pour les chefs d'entreprise plutôt que vraiment de rester debout pour les Canadiennes et les Canadiens. Le ministre Champagne disait ce matin que, au contraire, avoir un 4e joueur national, ça va permettre de faire baisser les prix. On a des engagements. Est-ce qu'il s'engage justement à faire baisser les prix, étendre les services? Donc, pourquoi, en fond, vous ne croyez pas le ministre Champagne quand il dit ça? Quel élément vous fait douter de... Mais d'une part, M. Champagne vient déjà d'admettre, en faisant l'annonce vendredi, avant 2 semaines de relâche. Si les libéraux étaient vraiment fiers de leur coup, ils auraient annoncé ça il y a quelques semaines, en pleine semaine parlementaire. Je pense que c'est la même stratégie qu'on a vue sur l'ancien gouvernement Harper. Les mauvaises nouvelles sont toujours laissées pour la dernière journée de la session parlementaire. Mais d'autant plus que quand on regarde qu'est-ce que ce gouvernement a fait, ils n'ont rien fait vraiment pour pousser ces entreprises-là de respecter les consommateurs. Et là, on voit qu'on a une série de promesses, comme Brian Massey a si bien dit. Il ne va pas avoir vraiment une pression pour que ces compagnies diminuent leurs prix, arrêtent d'escroquer les Canadiennes et les Canadiens. Il n'y a aucun moyen de le faire quand on fait l'approbation
de cette application-là, de cette demande-là, sans vraiment intervenir de façon musclée sur le côté des consommateurs canadiens. The condition in there to, force Rogers to expand into areas that are underserved on broadband, as we saw in the auditor's report earlier this week. The gap between rural and urban connectivity is quite vast, especially in the prairies in BC. Well, yeah, well, there's already lots of programs and services out there already that are irrelevant to that being added to this deal. That should have been happening for the first and foremost, and second of all, it wasn't happening. It's been well noted through Industry Canada studies, and I know the Competition Bureau and others have talked about this as well too. So they can throw those things in, but the reality is there's also been massive government programs and rollouts that they'll still be able to get access for and get those subsidies. So it really is a diversion, I think, from the real decision, which was actually to cave to allow this to happen. And again, we will have less providers at the end of the day for services. There's plenty of government programs that can access those elements, and throwing it in is just a diversion. So what do you make of Minister Champagne's comments saying he's going to be watching these conditions like a hawk and saying he's going to be taking an activist role in ensuring this goes forward? Well, he might be watching them like a hawk, but I mean, he's left Canadian consumers to be basically open to the buzzards. I mean, this is one of the things that I think is really interesting about the whole situation, is that he's going to now be, I guess, around for a long period of time, watching, every morning, turning on the TV or whatever, and then we won't even have all the deals inside and out of what's taking place in these conditions. So, and the way he's backstopping them is basically going to be paid for if there is a problem by a failed system that he actually created. Basically, it's a Frankenstein. That's what we really have at the end of the day, with all these pieces and components that are being put together to try to basically salvage his position. And then on top of that, you've got to monitor that one of those pieces don't fall off at any point in time over the next 10 years. And then on top of that, if there are penalties, then where do you think that money's going to come from? It's not going to come from the CEOs. It's not going to come from the stockholders. It's going to come from people having to pay for it on their bill. I mean, maybe we should have actually had them have a failed charge at the end of your Rogers bill or something like that later on, that you actually pay for a merger that surely shouldn't have taken place. I mean, that might be more overtly transparent for consumers. So to me, I really am disappointed, because it really is a high water mark for Canada's telco systems when we lose one of the fourth players, and we still can't have the other groups that are trying to merge into the market assume positions that are strong. And the stuff with Videotron, very weak, because the record is that they sell spectrum. They buy it and they sell it. They don't build. So it'll be interesting to see how that plays out well for the people in Quebec. À propos d'Aquasasné, si je peux poser la question, quel lien vous faites entre les personnes qui sont mortes en essayant de traverser, dit maintenant la police d'Aquasasné, du Canada vers les États-Unis, et l'entente sur les tiers pays sûrs qui a été renégociée avec les États-Unis? Est-ce que vous voyez un lien entre ces morts et la fermeture du chemin Roxham? I'll let Peter respond. Pardon, my French is not as good, so I'll let Mr. Julien. Nos pensées sont avec les victimes et avec leurs familles. C'est une tragédie insensée. Et ce n'est pas la première fois qu'on a vu les morts sur la frontière canadienne. On a beaucoup de questions. On attend une enquête qui va être approfondie, qui va livrer des réponses. Mais effectivement, on a besoin, quand on parle de la frontière la plus longue au monde, qui n'est pas armée, qu'on a quand même une frontière qui est sécuritaire pour tout le monde qui passe à travers cette frontière-là. Et c'est une autre tragédie épouvantable qu'on voit. On attend de voir des réponses, mais on insiste sur le fait que le passage sur la frontière, soit au nord ou soit vers le sud, devrait toujours s'effectuer de façon sécuritaire. On ne devrait pas mettre les vies en danger. C'est une tragédie. Est-ce que vous faites un lien avec la fermeture du chemin Roxham et cette tragédie? On ne sait pas encore ces réponses-là. Mais je remarque et on a toujours dit que d'avoir un système où on pourrait aller aux frontières régulières, de faire le passage, c'est quelque chose qu'on a toujours dit à propos de notre entente de tiers pays sûrs, que c'était important que les gens pouvaient passer par les frontières, les passages de frontières régulières. Alors, on attend bien sûr les réponses, mais on insiste toujours sur le fait, Jagmeet Singh et l'MPD insistent toujours sur le fait que
d'avoir des passages des migrants par les postes frontières régulières. Ça, c'est un élément qui va ajouter à la sécurité des passantes à travers la frontière. Est-ce que la fermeture de Roxham met certaines personnes qui veulent passer la frontière comme ça, est-ce que ça met leur vie en danger? C'est évident quand on regarde le nombre des morts qu'on a eu, pas seulement au Manitoba aussi, mais aussi avec cette tragédie-là qui se produise, que si on a un système où l'entente de tiers pays sûrs fait en sorte qu'on peut, si on est immigrante ou irrégulière, peut passer par des passages, des postes de frontières réguliers, c'est sûr que ça va faire une différence pour la sécurité des gens qui passent à travers la frontière. Est-ce qu'on doit renforcer la surveillance dans ce secteur-là? Parce que c'est une frontière partagée d'abord Québec, Ontario, l'État de New York aussi. Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions. Est-ce que vous croyez que ça relance un peu le débat et qu'on doit renforcer justement la surveillance alentour de cet endroit-là qui est assez particulier à la Akwesasne? Mais pour moi, c'est pas ça la question. La question, et ça vient depuis qu'on a eu des difficultés autour de l'entente des tiers pays sûrs. Que là, si on a des difficultés aux États-Unis ou on veut faire un passage aux États-Unis, d'avoir la suspension de cette entente-là pour faire en sorte que les gens puissent passer par les postes frontalières réguliers, ça fait une différence dans la sécurité, que les gens ne soient pas obligés ou ne sont pas attirés par un passage qui est dangereux. Et on a vu ça à maintes reprises au Manitoba, aujourd'hui, hier, à Akwesasne. C'est important qu'on mette en place des structures pour être certain qu'on peut passer par les postes réguliers et que ces passages-là se fassent sans mettre des vies en danger. OK, merci beaucoup. Merci. Thank you. Have a good day.